Bonjour à tous. Nous allons donc commencer cette conférence sur la transition énergétique. Vaste projet, vaste thème. On aura donc deux parties, une partie plus constructeur et une seconde partie plus transporteur, donc utilisateur, tout à l'heure durant cette conférence. Alors pour la partie constructeur, je vous présenterai dans un instant donc, les différents intervenants qui sont déjà sur scène. Vous le savez tous, il y a des objectifs donc CO2 donc, imposés par Bruxelles qui sont à la fois, vous le savez, donc, clairs et stricts pour le secteur. Reste à savoir si la filière du véhicule industriel pourra les atteindre en un temps record et un manque inédit de financement. On aura l'occasion d'en reparler. Les énergies sont là, la technologie est là, on en parlera également avec les constructeurs dans un instant, du biocarburant au gaz, donc jusqu'à bien sûr à l'hydrogène, on en parlait ce matin lors d'une grande conférence. Quelles feuilles de route ont les constructeurs? Quels sont le choix également difficile des transporteurs? Autant de questions en tout cas que nous allons essayer de répondre et auxquelles nous allons tenter également d'y voir plus clair en tout cas dans cette transition énergétique. Alors, pour cette partie constructeur, nous allons écouter dans un instant, en introduction, nous aurons Alexis Giret, directeur du CNR, pour revenir sur les indices, notamment gaz. Pour la partie constructeur, donc Olivier Metzger, directeur énergie alternative Renault Trucks.
Kylian Leroy, donc responsable produit et homologation chez MAN, Clément Chandon, directeur marketing et produits Iveco, et qui nous vient de Suède, Frédéric Allard, senior vice-président Head of E-Mobility de chez Scania. Et je remercie Frédéric d'être venu en tout cas à Solutrans pour cette conférence. Alors on va commencer avec vous, Alexis. On connaît bien sûr le CNR pour les indices, également pour les études. Et là, c'est tout chaud. Il y a une étude, en tout cas, que vous allez publier bientôt, même dans les prochaines heures, sur le gaz, parmi les solutions alternatives. On peut revenir sur l'indice gaz et on parlera après des autres également solutions, enfin en tout cas, nouvelles énergies. D'accord. Bonjour à tous. Merci Hervé Rébillon. Ça me donne l'opportunité de rappeler donc quand même que le CNR est une ressource publique d'information économique, conçue plutôt pour les transporteurs, mais qui s'adresse finalement à tous les acteurs du marché pour faciliter l'acquisition de connaissances et la compréhension entre vous et accélérer les processus de décision, d'investissement et même commerciaux dans les négociations, l'actualisation des contrats. On met des choses à disposition. Alors, celle est depuis très longtemps sur le gazole. Et bien sûr qu'on prépare l'avenir. Dans la transition énergétique, on va progressivement aborder toutes les énergies et les motorisations possibles, avec deux façons de faire potentielles quand même en économie. Soit on veut être le plus précis possible et alors on cherche à faire de la statistique. Mais avec la difficulté qu'on va faire de la statistique, ça suppose qu'il y ait une vie réelle, des choses déjà en œuvre. Des transporteurs, par exemple, qui ont tel et tel camion et qui l'exploitent et avec un certain recul. Alors ça, on a pu le faire sur le GNV. Voilà. C'est suffisamment, c'est assez nouveau, mais c'est déjà déployé et suffisamment pour qu'on puisse faire une enquête. Donc je vais vous détailler en quelques minutes les ressources sur le GNV. Mais bien sûr que nous ferons ça sur l'électrique dès que possible, sur l'hydrogène. On va même commencer probablement par en transport léger, donc sur le VUL électrique en conditions urbaines, dès l'année prochaine autant que possible. Ça, on est tenté de le faire à travers des simulations économiques pour pas attendre les stades parce que c'est pas encore déployé suffisamment. On a essayé, ça l'est pas suffisamment. Ce sont des projections. Ce sont des projections, il faut prendre des hypothèses. Voilà. Les chiffres n'ont pas de valeur statistique, mais ça permet quand même d'informer et aux gens de mûrir leurs réflexions dans les choix d'investissement notamment. Donc cette étude sur le GNR est toute fraîche, c'est ça, ouais, date de ce matin. Alors, juste avant ça, on diffuse donc sur le GNV déjà, autant commencer par ce qui existe. Vous avez à disposition depuis bientôt un an deux choses sur le GNV. Le prix PEG qu'on vous met en moyenne mensuelle. Le prix PEG, c'est ce que coûte le gaz sur les marchés en Europe. Voilà. Et c'est l'indice de référence. Alors, ce n'est pas un indice, c'est un prix absolu, mais c'est ce qui sert de référence pour traduire l'évolution du coût du gaz sur les marchés, en gros. Et donc, c'est typiquement ce qui est utilisé entre les fournisseurs, distributeurs de gaz et les transporteurs. Si je mets du point de vue du transporteur, c'est vos achats. Et dans vos contrats, c'est souvent utilisé. Voilà. Et pour comprendre une formule d'indexation pour vos appros et les prix de chaque facture, s'il y a le prix PEG, eh bien, vous pouvez vérifier tout simplement, ne serait-ce que pouvoir vérifier votre facture, ou si vous hésitez à vous y mettre demain, comprendre ce qu'on vous propose comme contrat d'appro grâce à ce prix PEG qui est normalement quelque chose qui est un indicateur qui chez les financiers ont, mais ça correspond à des abonnements chers de données financières. Et là, le CNR a négocié un contrat avec l'éditeur X et a le droit de le diffuser pour le marché du transport. Donc c'est gratuit sur notre site internet. Il faut juste aller le chercher. Voilà. Et on diffuse la seconde chose déjà, l'indice carburant GNV. Ce que coûte en moyenne chaque mois le GNC, le GNL et le bio-GNC, on fait la moyenne de tout ça, en France acheté par les transporteurs. C'est un indice, c'est pour traduire l'évolution et c'est c'est le premier et c'est la seule ressource sur le GNV qui existe en France. Voilà. Et c'est à disposition, c'est gratuit.
c'est très important de les connaître et de les utiliser parce qu'il y a de fortes variabilités sur le gaz. J'ai relevé les chiffres, le prix PEG est passé de 5 en mai 2020 à 92 en octobre 2021. Ça a été multiplié par 18. Ce n'est pas une petite variation. Alors, il y a un amortisseur et on n'a pas la même amplitude dans l'indice carburant GNV. On en a quand même une. Ça a presque doublé en un peu plus d'un an. On était à 83 en août 2020. On est à 148 en septembre 2021. C'est presque plus 80% d'augmentation du coût de ce carburant. Ça peut repartir dans l'autre sens. C'est simplement quelque chose d'extrêmement volatile. Les transporteurs n'étaient peut-être pas habitués à ça avec le gazole. Et il faut bien qu'ils prennent en compte c'est la particularité de ce carburant-là et qui mettent en place les bonnes indexations du prix de transport par rapport à ces variations-là. Sinon, il y a un risque très important. Voilà. Les ressources sont là et sont gratuites. Voilà pour l'existant. Donc, pour cette étude sur le gaz, les grandes lignes, on va résumer, je pense. Mais... Alors, les grandes lignes, donc, sur la statistique qu'on a fait cette année, on a enquêté des transporteurs qui étaient déjà équipés avec des véhicules au gaz. On a fait 2 spécialités. Le transport, c'est du 44 tonnes, tracteur semi le plus conventionnel possible, le plus standard. En activité longue distance avec du GNL, parce que ça va ensemble en général, et puis seconde spécialité, du régional avec un moteur GNC. Voilà. Et on a fait la grosse enquête statistique lourde comme on fait parfois sur toutes les conditions et coûts d'exploitation et on va afficher, alors il faut le temps qu'on le mette à jour aux conditions de décembre 2021 parce que je vous ai dit ça a énormément augmenté le prix du gaz et on va diffuser en janvier. Mais on va pouvoir quand même dire ce que coûte ces fameux tracteurs au gaz. On est impatient. Alors, aux conditions de décembre 2019, c'est le tracteur GNL en moyenne, il coûtait 125 000 et quelques euros au lieu de 88 000 en moyenne en gaz. On compare comme ça. Et c'est 43% plus cher. Donc c'est tout autre chose. En revanche, ce qu'on verra aussi, c'est que le gaz au kilo, à l'époque, il coûte aussi beaucoup moins cher. Donc le modèle économie, c'est qu'on paye plus cher le véhicule, mais on paye moins cher le carburant. Et normalement, on peut s'y retrouver. Alors le carburant, il coûte, aux conditions de décembre 2019, il coûtait 22% moins cher. Voilà. Et puis le poids lourd GNL, il est aussi sur une exploitation beaucoup plus intensive. Les transporteurs qui l'ont mis en expérience comme ça optimisent vraiment au mieux l'exploitation et arrivent à des kilométrages beaucoup plus importants. Par exemple, 27% de kilométrage en plus par rapport à la moyenne gazole. C'est logique puisque de toute façon vous avez un actif un peu plus cher, mais derrière vous allez l'amortir sur un maximum de volume et chaque kilomètre coûte moins cher quand le gaz est moins cher. Donc le transporteur va s'y retrouver de la sorte. Alors toujours aux conditions de décembre 2019, on se rend compte que le coût total annuel est un petit peu plus cher finalement en GNL, de l'ordre de 5%. Mais si on fait au kilomètre, le transporteur peut s'y retrouver et avoir un coût kilométrique inférieur de l'ordre de 17%. Bon, voilà. On ne va pas retenir ces chiffres à l'oral, on va les afficher et surtout on va les mettre à jour aux conditions de décembre 2021 parce que le prix du gaz a quand même sérieusement augmenté et il faut voir maintenant quel est l'équilibre. Ce qu'on fera surtout, c'est vous donner des cas types aussi qui montrent qui illustrent que en fait le GNL, et on fera pareil sur le GNC, c'est la même idée sur le GNC, on retrouve les mêmes mécanismes, mais de voir que le GNL peut être avantageux, moins cher au kilomètre ou à la tonne kilomètre, dans certaines conditions, a priori en maximisant les kilomètres,
Le gazole peut en revanche rester plus compétitif dans d'autres conditions. Voilà. Et le message principal, c'est qu'il faut faire vraiment du cas par cas en fonction du marché, de l'exploitation projetée et simplement, nous, on vous donne l'information qui va vous permettre à chaque transporteur de faire son appréciation. Et s'il y a un message, pardon, je sais que je parle longtemps, mais un message unique peut-être à retenir sur la transition énergétique, c'est que tout le monde en convient, c'est que finalement, on va quitter le camion universel et donc derrière aussi presque un prix universel. Pour les clients, il faut s'y attendre. C'est que vous allez de plus en plus avoir des choses spécifiques. Chaque motorisation, chaque énergie, chaque modèle d'exploitation et avec un coût spécifique derrière en fonction du marché. C'est plus pareil de faire le véhicule longue distance, il rentrera peut-être plus facilement en ville et il y aura autre chose derrière. Voilà, il faut s'attendre et ça complique l'exploitation parce qu'il n'y a plus non plus ce même véhicule qui peut tout faire, cette universalité. Et donc, quand on est moins universel, on peut aussi avoir de temps en temps, ça peut générer des hausses des coûts sur les choses qui sont faites autrement. Rapidement, avant de donner la parole aux constructeurs, bientôt on peut espérer un indice électrique et biocarburant aussi. Oui, on va aussi faire l'équivalent sur le biocarburant et sur l'électrique, je dis dès 2022 peut-être sur du VUL. Et juste après, sur l'électrique, il faudra qu'on choisisse quel type de véhicule et puis certainement par simulation pour aller vite et faire ça dès 2022-2023. Alors on va passer donc la parole au constructeur. Je serai accompagné de Jean-Philippe Passe, donc journaliste à TRM24 avec moi, qui connaît bien le sujet également. On va commencer par Olivier Metzger de Renault Trucks. Quelle est la feuille de route de Renault Trucks? On est dans le mix énergétique, on va dire à court, moyen terme. Merci Hervé. Alors à court et moyen terme, on va travailler avec un mix énergie. Vous l'avez vu sur les stands, on est pour pouvoir atteindre les objectifs de réduction de CO2 et puis travailler tout de suite sur cet impact-là. On travaille avec plusieurs énergies. L'idée étant de proposer la meilleure solution pour chaque application étant différente. Donc on travaille avec du gaz, du biogaz principalement, en tout cas c'est notre recommandation, parce que le biogaz fait sens en termes de réduction de CO2. On travaille avec des biocarburants. C'est la solution qui va nous permettre de réduire de façon assez facile et abordable l'impact CO2 sur la longue distance principalement ou sur des applications qui ont très peu d'autres solutions. Donc, et la plus facile actuellement, pour être concret. C'est ça, oui. Et puis où l'impact CO2 est le plus important. Donc longue distance et construction plutôt en biocarburant de notre côté. Vous savez qu'on a depuis quelques temps une offre avec le groupe Avril en Bessan et qui fait plutôt sens pour les transporteurs qui passent sur cette solution-là. Et puis, bien évidemment, on a la solution électrique qui prend de plus en plus de place, qui se développe très rapidement sur la partie VU, et puis qui prend aussi de l'ampleur sur le véhicule intermédiaire. Donc, vous savez qu'on a lancé depuis 2 ans maintenant notre offre en 16 tonnes et 26 tonnes, donc 100% électrique. Tout ça produit dans notre usine de Blainville. On a maintenant une centaine de véhicules à la route, plusieurs centaines en commande. Donc ça y est, c'est parti avec quelques gros faiseurs qui se lancent sur le sujet. Quel est l'intérêt pour nous de la solution électrique? Vous savez que ça fera vraiment partie de notre solution et notre feuille de route pour décarboner le transport, parce que c'est aujourd'hui la solution la plus décarbonante sur le marché et qui va le rester pendant quelques temps. Et c'est aussi la solution qui permet de régler de façon la plus efficace possible le problème de la pollution urbaine. Vous savez qu'un véhicule électrique, c'est 0 émission moteur localement. Et donc, c'est la meilleure solution pour tout ce qui est ZFE et urbain. Donc, à court terme, un mix énergie. Le futur, c'est quoi? C'est électrique 100% batterie et hydrogène peut-être? Alors, l'objectif pour nous, vous savez, c'est en ligne avec les accords de Paris, c'est d'avoir un parc décarboné en 2050. Demain. Donc pour ça, c'est demain. Ouais. Pour ça, il faut que nos ventes elles soient neutres en carbone à partir dès 2040. Et donc on va pousser très fortement sur l'électrique. Donc on a des objectifs d'avoir 10% de nos ventes en électrique en 2025, 35% en 2030, et puis en 2040 d'être quasiment sur du 80% en électrique. Donc soit du 100% batterie qui va pouvoir répondre à l'ensemble des applications de distribution urbaine et régionale.
Et puis sur toutes les applications qu'on ne pourra pas solutionner avec du 100% batterie, donc la longue distance par exemple, ou les applications où les véhicules tournent en 24/7, là on passera sur de l'hydrogène. Mais on est sur l'hydrogène plutôt quelque part entre 2025 et 2030, voire... Pas de prototype pour l'instant, pas de... Ça arrivera entre 2025 et 2030. On travaille bien sûr sur ces sujets-là. Vous savez peut-être qu'on a déjà eu un VU avec prolongateur d'autonomie hydrogène qui a tourné 3 ans et demi à la Poste, donc la technologie pose pas de problème. Le souci, c'est surtout le TCO, c'est-à-dire qu'on sait faire des véhicules hydrogène aujourd'hui, mais on saurait difficilement les vendre à des transporteurs parce que la technologie est encore très très chère. L'hydrogène vert, donc, qui est le seul à faire vraiment sens, il est plutôt autour de 12 € le kilo. Et ça fera sens en termes de TCO quand il sera plutôt autour de 3,5 ou 4. Donc voilà, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur l'hydrogène. Ça fait partie des solutions dont on a besoin pour décarboner la longue distance. Mais voilà, il faut que tout l'écosystème se mette vraiment sur tous ces sujets-là et progresse énormément. Ouais. J'avais une question justement sur la façon dont on peut lire les objectifs. Vous parliez de décarboner le transport. Il existe aussi la directive RED au niveau européen. Comment comprendre les objectifs de réduction des émissions de CO2 du transport? Est-ce que c'est impérativement, et on l'a vu avec les annonces de cet été, sur la fin du moteur thermique, ou est-ce que ça inclut? Et quelle est votre analyse, vous, transporteurs, enfin, vous, constructeurs, parce que voilà, c'est là que ça se joue, vous, constructeurs, sur les textes européen entre sortir du carbone, donc ça peut passer par des carburants alternatifs, typiquement bio-HVO ou biométhane, ou le B100 d'ailleurs. Voilà, comment vous interprétez les textes? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même une certaine contradiction là. Alors c'est une longue question, mais en fait la direction elle est fixée, c'est-à-dire que l'obligation de réduire le CO2 il est là. On sait que ça fait partie de notre futur. On n'a plus le choix. On doit décarboner le transport. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est inéluctable. Après c'est comment on le fait et à quelle vitesse on peut le faire. Donc aujourd'hui les investissements en recherche et développement n'ont jamais été aussi importants chez les constructeurs. Donc c'est des milliards d'euros qui sont investis sur toutes ces solutions-là parce que comme les solutions elles ne sont pas vraiment encore définies et très claires, il faut qu'on soit présent sur tout. Et donc c'est plus une question de comment on peut le faire à court terme, moyen terme et long terme. C'est plus comme ça une capacité d'évolution. Donc la position par rapport au biocarburant, c'est celle-là. Aujourd'hui, c'est une solution qui est disponible aujourd'hui, qui passe sur la plupart de nos véhicules avec ou sans adaptation et qui permet de réduire tout de suite. Si on pense au B100, ça permet de réduire tout de suite de 60% l'impact CO2. Donc voilà, tout de suite, on a une solution qui nous permet d'être une phase transitoire vers l'électrique ou l'hydrogène ou d'autres solutions peut-être dans le futur. Alors vous dites qu'en parlant de scénario, c'est le titre en tout cas de cette conférence, vous dites que, enfin Renault Trucks dit nous sommes plus sur des scénarios, l'électrique est plus cher, parce qu'on parle d'un TCO important quand même pour l'électrique. Alors ça, vous savez qu'on a lancé maintenant il y a 2 ans, donc ça c'était très vrai il y a 2 ans, la dernière fois qu'on est intervenu sur le sujet. C'est déjà beaucoup moins vrai aujourd'hui, donc on travaille beaucoup, les technologies avancent et les performances des véhicules avancent très très vite, et on est aujourd'hui sur des TCO qui nous permettent d'être très proches, voire au même niveau qu'un véhicule diesel ou CNG. Et ça, je vous parle hors l'impact énergie de ces derniers mois, c'est-à-dire que si on compare un véhicule électrique aujourd'hui avec un diesel à 1,20, 1,30, l'électrique est du coup plus compétitif que le diesel. Alors on va commencer à aborder le fond de cette conférence, justement, de cette table ronde. C'est-à-dire que vous prenez tout en compte, c'est ça? Alors, qu'est-ce que vous prenez en compte? Ça dépend. Je vais prendre l'exemple d'un véhicule 16 tonnes, distribution urbaine 16 tonnes. Donc l'impact du véhicule électrique, il est sur la maintenance. Donc le premier impact, le véhicule est par définition et par design plus cher qu'un véhicule diesel. On sait que les batteries pour l'instant ça coûte encore assez cher. Donc le véhicule en lui-même est plus cher. Par contre on va avoir une réduction du poste carburant de 60 à 80%. On va avoir une maintenance qui va être au moins 30% moins chère qu'un véhicule thermique. On a aujourd'hui, vous le savez, on n'est plus le premier pays en Europe au niveau des subventions, mais on est le 2e pays européen en termes de subventions. Donc on a le suramortissement et un bonus écologique de 50 000 € par camion. Donc le gouvernement qui pousse très fort vers l'électromobilité. Et donc tout ça mis bout à bout,
On a des TCO qui vont être sur ce véhicule 16 tonnes 10% plus cher qu'un véhicule thermique sur 5-6 ans. Et donc quand on regarde le coût total du transport, c'est-à-dire si on inclut aussi le chauffeur et les frais administratifs, on est sur un coût de transport qui va être entre 3 et 5% plus cher qu'un véhicule diesel. Est-ce que vous incluez le coût de l'infrastructure de recharge? Oui, on a dans chacun de nos TCO une borne 22 kW qui est inclus. Donc le coût de l'infrastructure de recharge aujourd'hui, c'est une grande discussion, hein, mais la plupart des utilisations qui sont envisagées aujourd'hui et la plupart des véhicules qu'on a vendus, c'est des véhicules qui font leur tournée. Aujourd'hui, c'est entre 150 et 350 km en fonction de la charge utile dont on a besoin. Ils font leur tournée la journée, ils rentrent le soir et ils ont 8, 10, 12 heures pour charger le véhicule. Donc on a des bornes assez simples. La question des bornes de puissance beaucoup plus forte, elle se posera peut-être plus tard, ou elle se posera pour les grosses flottes qui ont besoin d'avoir quelques véhicules rechargés rapidement. Mais aujourd'hui, des bornes assez simples suffisent à recharger le véhicule. On va passer à Kylian Leroy, donc je le disais, responsable produit homologation chez MAN. Kylian, alors vous dites que vous n'êtes pas vendeur d'énergie, vous êtes avant tout, ça on le sait, mais vous êtes avant tout donc producteur de poids lourds, et vous allez jusqu'à dire que de toute façon toutes les solutions alternatives polluent. Alors, si on résume comme ça. On va essayer de formuler ça un peu différemment, parce que sinon je vais me faire sortir de la salle et ça va être compliqué. Alors déjà en introduction, je souhaitais vraiment te remercier, Hervé, pour cette conférence qui, au vu du monde dans la salle, nous prouve que c'est un vrai sujet d'actualité. On est dans une période charnière. C'est un sujet qui, pour moi, a le mérite de nous mettre tous les 4 aujourd'hui, mais de toute façon on est 7 aussi sur ce marché-là, presque 8 maintenant, autour d'une table, et de transcender un peu ce sujet qui est un vrai sujet économique, de société, de santé publique. Et je pense que ça a le mérite de prendre le temps de dépasser tout ça. Alors, je vais reformuler un petit peu l'introduction. Je dirais pas que toutes les énergies polluent, je dirais que, et pour reprendre ce que disait mon voisin tout à l'heure, aujourd'hui, à l'épaisseur du trait près, on est sur un parc qui est quasiment mono-énergie. En parc camion, je parle, avec plus de 99% du parc roulant, si mes statistiques sont bonnes, mais je pense que Clément saura mieux que moi pour les quelques pourcents en gaz naturel en plus. Mais on est sur un parc qui est en immense majorité en mono-énergie. Qui dit mono-énergie dit monopolluant, et qui dit monopolluant dit monoproblème finalement. Bien que l'Euro 6 a quand même dépassé l'Euro 6, bien sûr, environ quasiment, pas encore, mais quasiment la moitié du parc roulant en France, qui a permis de réduire, vu que la consommation, en tout cas les émissions de CO2 sont directement liées aux consommations de carburant. Donc ça c'est vrai. Mais pour reprendre en tout cas ce qu'on disait, c'est que c'est pas que toutes les énergies polluent, c'est que, je reformulerai plutôt par il n'y a pas d'énergie miracle. Il n'y a pas d'énergie miracle, il n'y a pas l'énergie qui va nous faire tout transporter sans rien polluer. Il y a le sujet qui était évoqué de pollution locale versus pollution totale. Tous ces sujets-là, on les connaît, vous les connaissez. La question c'est, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quel est le mix énergétique? Quelle est la bonne énergie pour la bonne application? Quelles sont les énergies qu'on peut mettre en place pour répondre au mieux aux besoins de nos clients finaux ou des clients de nos clients, et polluer, parce que oui, on polluera, mais de manière intelligente ou raisonnée, beaucoup plus en tout cas qu'avec un parc mono-énergie comme aujourd'hui. C'est plus ma reformulation, mais forcément ça prend un peu plus de temps. Et maintenant sur la première partie de la question qui était est-ce que les vendeurs sont... est-ce que les constructeurs sont vendeurs d'énergie? Chacun son métier. C'est un paradoxe. Je dirais que c'est un paradoxe parce que nous ne sommes pas vendeurs d'énergie, ça c'est sûr. Maintenant, il est vrai que le constructeur est souvent l'une des premières, si ce n'est la première porte d'entrée du client lorsqu'il veut acheter un véhicule, ce qui semble d'ailleurs logique. Et du coup, les questions arrivent très vite au niveau du constructeur. Après, bien sûr que ça découle sur les autres acteurs, que ce soit les fournisseurs d'énergie, que ce soit le législateur aussi, qui a un rôle plus qu'important à jouer. Donc les questions elles déroulent, mais souvent l'une des portes d'entrée, c'est le constructeur. Et même si on n'est pas vendeur d'énergie, moi je vous le dis clairement, je n'ai pas à pousser l'une ou l'autre des énergies, et c'est ce que je disais en introduction. Un exemple très simple, aujourd'hui chez MAN, donc dans la gamme qu'on commercialise, je n'ai pas de gaz en camion. J'en ai en bus écart, j'en ai pas. Mais je suis pas un anti-gaz, j'ai pas de souci avec ça. La solution, elle est dans le mix énergétique. Et le biogaz, pour moi, est une solution réelle de transition qui nous amènera,
qui nous accompagnera sur les énergies de transition par la suite. Donc ça veut dire qu'un jour vous proposerez du gaz? J'ai pas dit ça. Oui, Non. Ouais, mais je vais pas qui dit enfin, mix énergétique, j'ai mes solutions, j'ai mon plan de route. Alors, vous avez plutôt posé la question à Olivier et je pourrais développer après sur mon plan de route si vous voulez, mais je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les énergies au catalogue. Par contre, j'ai la prétention de développer certaines énergies et de mettre le maximum de coûts et d'efforts de R&D sur ces sujets-là pour avoir une solution qui correspond aux besoins. Et non. Encore une fois, pour avoir les énergies qui correspondent au métier. On va je ne parle pas de biogaz. On va essayer de parler concrètement, notamment pour les transporteurs, les utilisateurs. Quelle est la feuille de route? Quelle solution chez MAN pour quel transport? Alors aujourd'hui, la feuille de route, elle est finalement relativement proche de celle d'Olivier, si ce n'est que je vais ajouter une notion de temporalité. MAN se positionne sur le concept suivant. On analyse 3 temporalités, on va dire hier, aujourd'hui, demain. Hier, c'est ce qu'on disait en introduction, mono-énergie, 100% énergie qu'on considère comme étant des énergies fossiles. Et ça, j'ai envie de dire, c'est quasiment aujourd'hui déjà derrière nous. Il en reste bien sûr, mais le mono-énergie, petit à petit, est derrière nous. Aujourd'hui, donc dès aujourd'hui, des solutions que nous on considère comme étant des solutions de transition, biogaz, je n'en ai pas, mais à nos yeux, ça fait partie des énergies de transition, biocarburants, B100, éventuellement XTL, qui sont disponibles dans notre gamme. Ça, c'est dès aujourd'hui, parce que impact relativement mineur sur la fabrication technique du véhicule. Ça reste un moteur, ça reste des pistons, ça reste des injecteurs. On est quand même sur des énergies qui sont peu demandeuses en termes de transformation complète de véhicule quand on compare ça par rapport à l'électrique ou à l'hydrogène. Donc ça, c'est dès aujourd'hui. Les valeurs, tu les as données, moins 60% de CO2 sur le cycle complet. Il y a un vrai impact qui est réel et qui est disponible dès maintenant. Ça, c'est la partie aujourd'hui. Et ensuite, demain, cette période qui va nous être amenée par cette énergie de transition, donc d'ici 2024, 2025 et après, sur une grosse majorité électromobilité. Sur les porteurs, sans aucun doute, 16 tonnes, 19 tonnes, 26 tonnes. Et je pense que c'est d'ailleurs pour la même raison que vous avez aussi commencé par un 16 tonnes. Je ne sais pas si c'est très connu. On a parlé tout à l'heure de moins 15% d'émissions en 2025 et moins 30% en 2030. Ce qui est un peu moins su, peut-être que le public ici le sait, mais c'est que le moins 15%, il va être étudié surtout, enfin uniquement même, sur les véhicules de plus de 16 tonnes. Aujourd'hui, mettre tout l'effort R&D sur du 7 ou du 12 tonnes avant 2025 impliquerait qu'on serait déjà prêt sur le reste, vu que ce n'est pas un tonnage qui sera étudié dans les balances. C'est pour ça que souvent, peut-être que d'autres constructeurs, peut-être que Scania et Iveco auront d'autres discours, mais la priorisation de développement sera souvent sur les plus de 16 tonnes, 16, 19, 26, justement pour respecter finalement ces objectifs aux dates qui nous sont fixées. Donc, priorisation de l'électrique, avec une gamme complète en 2025. On a lancé le ITGM qui est visible sur notre stand en 2018 déjà, environ 600 000 km parcourus. C'est la pré-série qui va amener du coup la gamme plus large de MAN d'ici 2025 sur les plus de 16 tonnes, entre 2025 et 2030 du coup sur les moins de 16 tonnes. L'hydrogène est un dernier sujet qui serait peut-être le après-demain dans mes temporalités, qui est encore un sujet à l'étude et enfin, le temps est réduit. J'adhère à 100% à ce qu'a dit Olivier. L'hydrogène vert, le coût, moi c'est 4, 3,5, 4, mais je suis plutôt 4. Le coût de l'hydrogène ne nous permet pas d'avoir des TCO réalistes même à 10 ans, si on reste dans le statu quo actuel. Mais pour autant, ça reste une solution intéressante sur tout ce qui va être autonomie supérieure à 500, 600, 700 km grâce aux technologies de PAC, donc pile à combustible, via des prolongateurs d'autonomie. Donc hier, aujourd'hui, demain, fossile, transition, électromobilité. On va passer à Clément Chandon, donc directeur marketing et produits chez Iveco. Iveco, bon, on sait chez vous l'énergie dominante et le gaz. Alors, on l'a vu historiquement avec Étienne Cadet ce matin lors d'une conférence sur les 100 ans du poids lourd par rapport à l'énergie gaz en Italie. C'était assez intéressant d'ailleurs. Vous restez sur le gaz, il y a également l'électrique via Nikola, on le sait. Et avant tout le gaz. Alors le gaz et le reste. Et j'ai bien aimé ton introduction à Hervé, l'énergie dominante. Chez nous, ce n'est pas l'énergie dominante parmi les énergies alternatives. Mais si je regarde mon portefeuille de commandes en poids lourd, c'est 52% de mon portefeuille de commandes. Donc, et si c'est sur les bus, les énergies alternatives, c'est plus de 80%. Et c'est 70% de production gaz cette année à Annonay, par exemple. Donc c'est vraiment déjà l'énergie dominante de manière absolue. Mais on n'a pas du tout l'intention de s'arrêter là.
Ces investissements qu'on a fait depuis 25 ans fait qu'on est leader en Europe sur le non-diesel, avec presque 7 véhicules sur 10 en parc circulant. Et notre ambition, elle est très grande. C'est que, quel que soit le choix qu'un transporteur fera ou son client d'énergie alternative, on veut avoir une proposition et on se battra pour qu'elle soit la plus économique possible. Et donc, on va bien entendu vers l'électrique à batterie avec le Nikola Tre, deuxième semestre 2023 pour l'électrique à batterie, 2024 pour l'hydrogène, donc avant nos concurrents. Et à la fin de l'année prochaine, on aura 6 véhicules hydrogène en France sur nos routes qui feront de la R&D avec nous, ce seront des prototypes, et qui prépareront l'arrivée d'hydrogène en 2024. Le partenariat avec Nikola était indispensable pour développer de l'électrique ? Il n'est pas indispensable parce que j'allais dire, on le fait aussi en interne. Avec le Daily, on a une offre électrique depuis 2009. On va arriver fin d'année prochaine avec un nouveau Daily électrique totalement revu, extrêmement performant. Par contre, sur les poids lourds, il n'était pas indispensable, mais il était extrêmement bienvenu parce qu'on est constructeur généraliste, donc on a énormément de produits à développer. On est loin d'être le plus grand constructeur mondial, mais on se paye le luxe de doubler notre gamme en gaz et puis de rajouter une gamme électrique et une gamme hydrogène. Donc d'avoir des gens qui avaient déjà une chaîne cinématique hydrogène, une manière de travailler aussi différente de nous, et nous qui leur amenions les composants, notre bureau d'études, notre réseau, on a gagné beaucoup de temps. Ce qui fait que entre la poignée de main et la réalité des véhicules, avec la création d'une gamme de véhicules et de 2 usines parties de zéro, on a fait ça en 3 ans. Ce qui est totalement du jamais vu depuis que je suis dans le monde industriel. Donc en ce qui me concerne, c'est depuis 2001, j'ai jamais vu des projets avancer à cette vitesse-là. Alors on entend un petit peu tout et son contraire, si j'ose le dire, sur les TCO, notamment concernant le gaz. Alors pourquoi pas défendre plus le gaz que d'autres solutions, mais particulièrement le gaz quand même chez Iveco ? Alors j'ai pas besoin de défendre le gaz parce que j'ai tous les transporteurs avec moi. Aujourd'hui, très clairement, l'Europe nous dit décarboner, mais dans les textes aujourd'hui, l'Europe nous dit faites des véhicules électriques. Ce qui est une erreur fondamentale parce que la décarbonation, ça n'a rien à voir avec l'électrification. Je peux très bien avoir un véhicule électrique qui émet plus de CO2 qu'un véhicule utilisant des biocarburants et un véhicule utilisant un biocarburant qui est beaucoup plus performant qu'un véhicule électrique. Donc ça avait un sens quand tous les véhicules fonctionnaient avec du gazole ou donc de l'essence, des dérivés du pétrole. Donc on mesurait leur consommation de carburant et on avait leur performance CO2. Maintenant qu'on va utiliser des énergies beaucoup plus variées, c'est une analyse qui est totalement fausse malheureusement. Donc aujourd'hui, pourquoi la seule énergie qui se développe en poids lourd, c'est en volume. Pour donner un chiffre, cette année, uniquement en poids lourd, on est sur une tendance pour prendre 10 000 à 11 000 commandes. Donc c'est un tiers de notre capacité de production annuelle. Donc en France, plus d'1 sur 2. Pourquoi cette énergie se développe aujourd'hui ? C'est ce qu'a dit le CNR. C'est parce qu'elle a un rapport équilibré pour un transporteur. C'est-à-dire qu'il y a des efforts à faire, c'est plus cher à l'achat, mais il y a une compensation qui est supérieure au problème. C'est-à-dire que je vais avoir des marchés, je vais avoir des accès en ville, et à la fin, je vais avoir un TCO qui me permet de faire mon business et des conditions d'exploitation qui sont un peu plus difficiles qu'en diesel, mais qui ne sont pas radicalement plus difficiles. Même avec l'augmentation du prix du gaz ? Alors en ce moment, si les prix devaient rester ce qu'ils étaient aujourd'hui, la solution n'existerait même pas en fait. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les prix d'aujourd'hui... Pourquoi ? Parce qu'ils seraient trop chers. Le camion, c'est très simple. Soit on est dans le prix, soit on n'est pas dans le prix. Il n'y a pas 2 prix en camion. Il y a un prix. Et si on n'est pas dans le prix, il n'y a pas de marché. Et il n'y a pas de transition énergétique. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on a des prix du gaz qui sont stratosphériquement élevés. On sait pourquoi. On n'avait pas de stock. On a eu des pressions de la Russie. On n'a pas eu de vent. Donc tout ça a tiré la consommation de gaz et en fait que les prix ont explosé. Chose qu'on n'avait jamais vue. Mais on sait que ces prix vont redevenir normaux à partir du printemps. Et le TCO d'un camion, ça se mesure sur 5 ans. Et les transporteurs le savent.
et il n'y a pas du tout eu de baisse de prise de commande qui est liée au facteur conjoncturel du moment. Ça ne peut pas freiner les transporteurs. Aujourd'hui, ça ne les freine pas. On n'a jamais eu autant de commandes de camions de gaz depuis 25 ans qu'on en produit. Parce que le TCO, il se mesurera au bout de 5 à 6 ans. Mais si les prix du gaz devaient rester sur le long terme, chose qu'on n'a jamais vue au prix actuel, c'est la fin du gaz. Il n'y a pas de question. Alors justement, là-dessus, ça nous amène sur un autre sujet, mais qui revient sur l'analyse du CNR avec l'indice gaz. On sait que sur le marché du gaz, il y a les contrats long terme et les prix spot. Alors pour l'indice déjà CNR, quel est votre point de référence? C'est les contrats long terme ou c'est les prix spot? Alors, sur le marché du gaz, on donne un référentiel d'évolution qui est le PEG. Ce n'est pas nous qui le faisons. C'est le cours du gaz en Europe. Et pour l'indice carburant GNV, c'est la mesure des achats mensuels des transporteurs. Voilà. On ne cherche pas à expliciter comment s'est fabriqué ce prix arrivé chez le transporteur. On sait que c'est très complexe. Il y a en plus des mécanismes différents selon les transporteurs. Donc on prend juste le prix constaté. On a un panel suffisant sur toute la France, sur tous les transporteurs qui font du gaz, et on peut en faire une moyenne, et on suit juste ça. Et c'est le reflet de l'évolution des coûts du point de vue du transporteur sur le carburant GNV. Pour terminer, peut-être juste pour apporter une précision, c'est bien du prix spot qui font les prix à la pompe du gaz, mais ceux notamment qui ont des stations privatives et qui ont eu la très bonne idée, quand le PEG était à 5 € du mégawattheure, de bloquer le prix sur les 3 prochaines années. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils sont dans une situation extrêmement intéressante. Donc, mais les contrats généraux, alors il y a encore un autre cas de figure. Il y a les énergéticiens qui ont indexé le prix sur le gasoil. Donc eux, la compétitivité est restée. Il y a ceux qui ont pu acheter sur plusieurs années. Et puis, il y a effectivement le contrat global d'aujourd'hui, mais encore une fois, c'est une période. Et juste pour terminer sur notre mix, il est aussi fait de biocarburants. Aujourd'hui, de 3,5 tonnes à 180 tonnes, on est compatible avec le HVO et les XTL. On va passer donc à Frédéric Allard de Scania, qui va donc s'exprimer en anglais, puisque Frédéric vient de Suède. Frédéric, alors, merci beaucoup en tout cas d'être venu, et bon salon en tout cas. On a parlé donc des différentes marques constructeurs. Concernant Scania, on le sait, c'est l'une des plus larges gammes, en tout cas, ça va du biocarburant à l'électrique, diesel bien sûr. Vous privilégiez telle ou telle solution ou on est vraiment dans un mix énergétique encore aujourd'hui? C'est votre feuille de route? Okay, thank you. Really nice to be here. Thank you for having me here, and good afternoon to all of you. Yes, the future, we believe, at Scania is electric. That is our big strategic bet. But before I go into the electrification, I would say start with all the other areas, because the transition period will take a while, and during that period there will be a lot of different options needed. We often get the question, why don't you believe in hydrogen for the future and fuel cells? We do, but we don't think that it is the major solution. We think, and mainly the driver for that is because it takes 3 times as much energy from producing hydrogen until you have it on the wheels of a truck than to go straight through batteries and electrics. So that is the main driver for that. Not saying that it will not be part of the solution. In our forecasts, it might be in 2030 something around 10%, maybe. And to be able to cope with that, we are already today having field test vehicles out, and we will also in the coming 2 years put a pretty big number of field test vehicles out to really try
fuel cell solutions. So it's not that it will not be part of the solution, but it's not the main thing, because we believe, as I said, that the future is very much electric. But also we will have a transitions period, and one part of that is fuel economy. I mean, whatever fuel you use, if you need less, it's good for all different mixes. So we have put in a lot of focus and launched last week actually our next and probably last generation of combustion engines. So with the fuel savings from 8%. So fuel savings on the combustion, and then it is what you put in to the combustion engine. And as you said, we have a wide variety of possibilities. Of course, we believe in the biofuels because the decarbonization is the biggest challenge that we have at the moment, and probably for a long period of time. So we really want our combustion engine to be used with biogas or biodiesel, and it's very well equipped for that. But in the long run, as I start to say, we believe that it will be electric, and the best use of green energy is to put it right through the battery, and then with less. We have the best energy turnover rate if you go right through a battery vehicle. And how there will be a lot of challenges, of course. Charging, how can that happen? But and also battery TCO. Today we have battery capacity of 300 kilowatt hours. Next generation, already in 2 years, will have double, and also we are double and tripling the speed of charging. So in only a few years from now, we believe that we will be able to offer 40-ton load solution that is capable of driving 40 tons up to 400 kilometers with a charge that only take 45 minutes. And so really use the stipulated break time for recharging, and then be able to do a real long haul. But right here and now, it's more focus on the cities and the urban applications, and having solution that is coming closer and closer to reaching TCO parity with gas and biofuels. So yes, and our volume target is that by 2025, 10% of our volume sales should be electric trucks. And 2030, that number should be 50% of our global volume. And then the 10% that will be the contribution to reach the Paris Agreement of limiting the global warming. And what more to say about? I think also we have another important possibility in the transition time as a bridging product, and that is plug-in hybrids. Just as we have seen on the personal cars, that will also be a bridge solution where the charging infrastructure is not yet 100% built out. You can use electric for the city part of the routes, and then use biofuels for the longer range. So that is also part of our bridge solution. I apologize, Mr. Allard. I will do it in French. Une question par rapport, vous, constructeurs, j'ai bien compris, voilà, il y a les objectifs de l'Union européenne, échéance 2025, 2030, et notamment voilà, sur les plus de 16 tonnes et plus. Mais est-ce que cette approche ne risque pas, ne tient-elle pas en germe un divorce entre vous, avec vos objectifs pour répondre aux ambitions européennes, et vos clients
qui eux ont effectivement des contraintes liées par exemple aux restrictions d'accès au centre-ville, mais qui vont devoir changer leur exploitation. Et typiquement, la recharge d'un véhicule électrique, ça veut dire 8 heures, peut-être 10 heures, en fonction de l'alimentation électrique de son chargeur, à rester stationné, alors qu'un véhicule gaz ou diesel ou B100, etc., lui peut rouler comme un moteur traditionnel. Comment vous allez gérer ça vis-à-vis de vos clients transporteurs qui ont des exploitations qui ne sont peut-être pas adaptées à ce type de travail et à ces véhicules électriques? Je veux bien prendre la question et je répondrai du coup à la réponse. C'est une excellente remarque. Et il y a un vrai paradoxe entre les objectifs qui nous sont fixés en tant que constructeurs et la réalité du terrain, la réalité de nos clients, la réalité des clients de nos clients. Et pour être extrêmement concret, MAN est situé en région parisienne. Notre véhicule électrique, donc on a depuis 2018, quand on le propose, c'est une version 26 tonnes, donc relativement longue. Le premier réflexe des clients avec qui on en discute, même si après on peut après bien sûr argumenter sur ce sujet, c'est vous n'avez pas un poil plus petit, parce que pour rentrer dans Paris intramuros, ce serait quand même sacrément agréable d'avoir du 7, du 8, du 10, du 12. Ça, on va dire que c'est la réalité du marché, c'est la réalité de nos clients, c'est la réalité de ce que veulent les gens pour aller livrer en dernier kilomètre, etc. Donc bien sûr, on a des solutions utilitaires sur des tonnages plus bas. On va dire que l'intermédiaire entre l'utilitaire et du gros utilitaire et les fameuses 16 tonnes et plus crée un paradoxe entre les demandes de l'Union qui sont pour le coup entre guillemets non négociables, ou alors c'est trop tard pour les négocier, et la réalité du terrain. Donc ce paradoxe, j'ai envie de dire, il est ce qu'il est. La seule chose qui est possible, c'est en fonction des temporalités de chacun et en fonction des plannings de développement de chacune des marques, c'est éventuellement d'avoir une gamme assez large avant la première deadline de 2025 pour se permettre de développer en avance de phase avant 2025, donc en attendant 2030, des tonnages plus bas. Et du coup, deuxième partie de la question, c'est, je la formulerai peut-être pas très bien, mais c'est comment vont faire les clients pour adapter leur métier par rapport à ce changement d'énergie, à ce changement de tonnage, à ce changement de tournée, etc. Là, pour le coup, chez MAN, on a créé une structure dédiée pour ce sujet-là, qui est basée à Munich, donc à notre siège en Allemagne, qui est formée uniquement de consultants experts en électromobilité, en énergie, et qui, en 4 ou 5 étapes, en amont et dans la réalité des choses, visite les clients, voit si déjà leur métier avec les technologies réelles d'aujourd'hui sont adaptables, on va dire, à ce qu'on est capable de leur proposer en autonomie, en tournée, en temps de charge, même en réseau électrique. On parlait tout à l'heure de bornes en 22 kW. Nous, on a pour l'instant un véhicule qui prend jusqu'à 150 kW. Sans doute que dans les prochaines années, 2024, 2025 et encore après, je suppose, vu les besoins qu'on a, qu'on passera sur du 350, peut-être même plus de kilowatts en borne de recharge. Tout ça, c'est une étude qui est faite sur place et pendant l'utilisation pour savoir est-ce que monsieur le client, finalement, au moment où on se parle avec la réalité technologique qu'on a, on est capable, autant que faire se peut, de faire le juste milieu entre vous proposer un véhicule, vous demander d'adapter votre métier, même si c'est pas simple, le discours, clairement, il n'est pas simple, hein, mais avec la technologie du moment. Ça devrait être le contraire. Exactement, mais la technologie du moment et avec le paradoxe initial fait qu'on est obligé de travailler ensemble pour modifier éventuellement le métier du client ou l'adapter en tout cas. Clément, Olivier, si vous voulez compléter. Clément ? Je vais faire vite. Je pense que Jean-Philippe a dit quelque chose de très important et qu'il ne faut jamais oublier, c'est que ce n'est pas l'Europe et ce n'est pas les constructeurs qui feront la transition énergétique. Ce seront les transporteurs avec les chargeurs. Et si la solution ne fonctionne pas ou ne convient pas à leurs contraintes, elle ne se produira pas. Et effectivement, aujourd'hui, dans un secteur les plus demandeurs historiquement de mobilité propre, la grande distribution, un des grands secteurs qui fait circuler énormément de camions, il faut faire 2 postes par jour. Parce qu'il faut alimenter les magasins la nuit et dans l'après-midi. Et donc, il faut de la charge rapide. Et qui dit de la charge rapide, dit un coût d'électricité qui passe de en dessous de celui du gazole à au-dessus de celui du gazole. Et donc, on a à ce moment-là un véhicule plus cher, avec une recharge plus chère. Et en plus, quand on veut les concentrer, on se retrouve souvent avec un réseau électrique qui n'a pas la capacité. Donc les énergéticiens disent aucun problème, je vous tire une ligne,
je mets un transfo, mais 75% des coûts, c'est pour vous. Et donc la solution n'a plus un TCO compétitif par rapport au gazole ou au gaz. Et effectivement, c'est un immense problème. Et la réglementation européenne n'est absolument pas équilibrée, puisqu'elle pose toutes les contraintes sur les constructeurs, sans donner des contreparties ou des contraintes sur le secteur du transport, qui lui est totalement libre de rouler avec ce qu'il veut. Et donc, le risque, c'est que le marché stagne, voire s'arrête, si on n'arrive pas à trouver la solution qui est compatible avec le monde du transport, qui lui n'a pas les contraintes du monde des constructeurs. Olivier, avant de passer à la partie de transporteurs, je crois que les fédérations ont envie de réagir tout à l'heure. Ouais. Alors deux parties dans la réponse. La première, c'est que c'est des sujets qui évoluent très très vite. Donc si on prend notre exemple, on a lancé le 16 tonnes il y a 2 ans. On avait 2 empattements parce que c'est un projet qui allait très vite. Aujourd'hui, on a autant de diversité d'empattements que sur un véhicule thermique. On a du 26 tonnes cabine surbaissée. On va lancer de la gamme haute. Donc voilà, ça évolue très vite. Et donc en effet, il y a encore 2 ans, c'était sur des choix assez limités. Mais voilà, le système évolue et va pouvoir répondre à beaucoup plus d'applications. Après, sur ce décalage entre les impositions qui sont mises sur les constructeurs et sur les utilisateurs des camions, c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais probablement, malheureusement, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais je pense que ça va changer. C'est-à-dire que vous savez probablement que la ligne sur laquelle on est engagé en termes de réduction de CO2 n'est pas forcément suffisante pour atteindre les objectifs, en tout cas les résultats dont on a besoin, donc ça va se renforcer. La Commission européenne parle déjà d'un objectif de réduction en 2030 de 55%. Et ça veut dire que nos 30% de réduction actuelle, ils vont probablement passer à 40, voire plus. Et que les idées de taxes CO2 vont probablement arriver également. C'est-à-dire que vous avez probablement vu que c'était déjà le cas en Allemagne, donc qui met une taxe CO2 sur l'industrie du transport pour financer le développement des énergies alternatives. Parce que voilà, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que cet aspect d'inéluctabilité, je ne sais pas comment on dit, c'est vraiment inéluctable. C'est-à-dire qu'on doit réduire le CO2 et on n'a pas d'autre choix. Donc malheureusement, je pense que la différence entre les impositions constructeurs et le terrain, ça va plutôt s'aligner dans le futur. Ma question était aussi liée à l'exploitation des véhicules. Ouais, mais l'exploitation des véhicules, ça évolue très vite. C'est-à-dire que, comme disait Frédéric, en 2 ans, on a doublé l'autonomie. C'est-à-dire que quand on a lancé le véhicule, on faisait à peine 100 km en groupe 3. On a déjà fait 40% de plus. Dans 1 an et demi, dans 1 an, moins d'1 an, on refait 40% de plus. Donc ça va très très vite. Donc oui, les premières solutions ne répondaient pas à toutes les applications. Et pour l'instant, on n'a absolument pas l'ambition de mettre de l'électrique sur toutes les applications. Il faut laisser le temps aux véhicules de se développer et aux performances de se développer. Frédéric, vous voulez compléter? Yes. Since I started to say that our future is really electric, and you put what will be the challenge with charging. Of course, we need to first of all use all the times when the truck is standing still. That is happening today as well. You're loading, you're offloading. Your driver needs to have their pause time, and that is when we should charge. And of course, during night, if you have that possibility. But second, yes. We need to change, and that is also what you're saying. That the future will be electric. The future will be good, but we need to change to adapt to it to really reduce the carbon dioxide. Otherwise, we will have other problems, and I think that is very very seen to anyone. But really want to underline that yes, we will need to change. Yes. Alexis, vous vouliez compléter? Merci, un dernier mot. Je crois que quelle que soit l'énergie alternative, il faut quand même qu'on se résolve tous à accepter, c'est en tout cas ma conjecture, que à l'avenir, l'énergie sera plus chère. Et forcément, ça va faire du transport plus cher. On regarde ça depuis quelques années, même à maturité, on peut penser que toutes les énergies alternatives
non carbonés, mais surtout non fossiles. C'est ça la vraie contrainte qui a été choisie, c'est non fossile. Bon, c'est des choses qui coûtent plus cher à produire. L'hydrogène, monsieur l'a rappelé, il y a un rendement, il faut 3 fois plus d'électricité pour avoir le même, à part l'hydrogène, pour avoir la même électricité en entrée du moteur électrique du camion. Donc ça sera peut-être très vertueux d'un point de vue environnement, mais ça coûtera cher. Simplement, il faut se rappeler que ce sont des choix de société. C'est un choix mondial. Ça a été pris à bras-le-corps par l'Union européenne qui s'est mis des contraintes. La société s'est mis des contraintes. Il y a une traduction dans la réglementation européenne, il y a une traduction dans la loi française. Il y a une traduction ensuite dans l'application locale à travers les ZFE, par exemple. Et ça va mettre, par exemple, sur les ZFE, on comprend bien, ça met quand même si c'est plus cher à produire le transport, ça met quand même normalement les gens, les opérateurs, à égalité. Dans quelques années, il n'y aura plus l'autorisation de rentrer avec des véhicules diesel dans certaines villes. Ça commence en 2025-2024 à Paris et Lyon derrière, etc. C'est valable pour tous les transporteurs. Et ils vont tous aller vers les solutions alternatives. Si la première, c'est du gaz, et que le gaz, parce que le prix du gaz a fortement augmenté, ça coûte plus cher au kilomètre d'exploiter un poids lourd au gaz. Il n'y aura que des transporteurs avec ça, ou l'électrique, mais qui sera probablement aussi encore un peu plus cher, ou beaucoup plus cher, on verra. Ça sera plus cher que le gazole, mais le gazole n'existera plus. Donc, les opérateurs seront quand même, au moment d'amener leur prix, quand même avec des règles du jeu communes, et simplement, ils auront la très désagréable tâche de le faire passer dans les prix. Comme les constructeurs ont quand même le défi aujourd'hui, ils sont entre le marteau et l'enclume, entre la réglementation voulue par la société et les transporteurs. Les transporteurs vont être face aux clients pour le faire passer, mais le commerçant qui va acheter le transport, il va falloir qu'il fasse passer ça aussi dans son prix au consommateur. Le consommateur, le citoyen européen a fait des choix de société et ça va se retrouver. Ce sont des choix. Voilà, il va mettre un peu plus d'argent là-dedans et peut-être pas dans autre chose, peut-être pour mieux respirer et avoir moins chaud. Voilà, il faut que tout ça arrive dans les esprits. C'est un travail de longue haleine voilà, c'est le message que je voulais quand même rappeler. Avant de poursuivre, j'avais une question à Frédéric. Est-ce que le débat, est-ce qu'on a un débat franco-français sur le mix énergétique ou il est le même en Suède? Là, je parle par rapport au pays, sachant que les transports ne sont pas les mêmes, des distances plus courtes. Nous sommes un pays de transit, donc il y a quand même des différences. L'approche par rapport aux transporteurs. No, I don't think that is a French debate. I would say it's a European or a global debate, and this question needs to be addressed on all continents, and we have the same challenge. We have one globe, and that is the target to save. But maybe the discussion around gas is probably a little bit stronger here. You have a bigger gas focus on it, but that is not wrong. That is also part of the solution, I would say. So a little bit gas dialect, but not saying that is not a part of the solution, because it is. Yeah. Je vais demander à Alexis Giret de rester avec nous. Je vous remercie, messieurs, en tout cas, et on va passer à la deuxième partie, donc à la partie constructeur, et je vais demander transporteur. Je vais demander à Alexis Degouy, délégué général de TLF, de venir nous rejoindre, Christophe Di Costanzo, vice-président d'ETRE. Et alors, on a été prévu Pascal Mégevant, mais apparemment, Pascal, je crois, est souffrant, donc ne sera pas là. Voilà. On va essayer de consacrer à la fin de si on peut, en temps, en durée, en tout cas, une partie aux questions. Messieurs, bonjour. Bienvenue. Alors, on a beaucoup parlé de réglementation, également de ZFE. On va en reparler dans un instant.
Alexis Degouy, donc je vous rappelle, vous êtes délégué général de TLF. L'approche justement sur cette transition énergétique, elle doit être nationale, franco-française, européenne. On en parlait déjà tout à l'heure avec les constructeurs, notamment en termes de réglementation. Ça a été dit très bien par Monsieur Allard. C'est clairement un débat global, européen, français. Peut-être, si Hervé, tu permets, déjà merci beaucoup, bonjour à tous. Trois réflexions justement là-dessus. Un mot sur l'état d'esprit, un mot sur l'ambition et puis un mot sur l'argent. Alexis en a parlé tout à l'heure, mais je pense que si on peut alourdir le débat sur cette question-là, ça ne serait pas inutile. Un mot sur l'état d'esprit. Depuis 2 ans et demi, le débat est plus ancien, mais depuis 2 ans et demi, c'est accéléré au niveau européen, avec effectivement le Fit for 55, le Green Deal, etc. Au niveau français, on a eu les débats sur la loi climat-résilience, on a une task force, je vais en dire un mot, etc. Le problème de cet état d'esprit, vu de notre côté de fédération de transporteurs, c'est on avait un monde, enfin depuis 2 ans et demi, on a discuté avec un monde de certitudes, alors même que dans les réunions qu'on avait en interne dans la fédération avec nos adhérents, c'était un monde d'incertitudes. Et donc en fait, s'affrontaient deux blocs, les politiques avec qui on discutait, et on en a vu un paquet, des centaines les uns et les autres, avec la FNTR et l'OTRE, on a discuté avec tout un tas de gens, ils étaient assez sûrs de ce qu'ils voulaient faire pour nous. Assez sûr des trajectoires qu'il fallait emprunter. J'imagine qu'ils avaient à peu près le même discours, et d'ailleurs on l'a entendu dans les interventions qui ont été dites, et c'est le cas au niveau européen vis-à-vis des constructeurs. Donc on a ce monde de certitude, et nous en face, un monde d'incertitude, le transporteur qui dit bon alors je choisis quoi, je prends quoi, je vais vers où, et ça va durer combien de temps, et je ne parle même pas de la variabilité des énergies. Et donc en fait forcément ça a un peu frictionné. Et tout le travail qu'on a essayé de faire depuis dans ces débats-là, ça a été de fissurer ce monde de certitude avec la réalité opérationnelle, la réalité du terrain, la réalité, on en a parlé il y a un instant, de l'exploitation des véhicules. Grosso modo, on avait en face de nous des gens qui disaient le camion gazole, ça va pas. Et nous, on répondait, c'est pas le camion, c'est les camions. Il y a des usages, il y a des distances, il y a la zone urbaine, il y a la zone régionale, il y a le frigo, il y a la benne, etc. Et tous les débats et tout le travail qui a été fait, ça a été de faire comprendre à ceux qui décident des réglementations, et qui, très honnêtement entre nous, mais je pense que plein dans la salle ont déjà eu affaire, n'avaient aucune connaissance de cette réalité. Et très modestement, par rapport au débat excellent avant technique était, moi je n'ai même pas aussi cette connaissance-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une étape de pédagogie à faire. Donc voilà, ça c'était sur l'état d'esprit, et on est encore dedans. Et on est encore dedans au niveau français, on est encore dedans au niveau européen. Mais je pense qu'on a fait un peu bouger les lignes. Il y a effectivement cette task force au niveau du ministère qui s'est mis en place pour pouvoir faire dialoguer les uns et les autres, les constructeurs, les transporteurs, les énergéticiens, avec l'administration, pour leur faire comprendre la réalité des métiers et leur dire que ce n'était pas si facile que ça. Ça m'amène à l'ambition, très rapidement. L'ambition, c'est pas qu'on a moins d'ambition, pas du tout. Enfin, tout le monde a cette ambition-là. Mais il y a 2 manières de voir l'ambition, et ça, on s'est tué à leur expliquer. Il y a l'ambition démesurée, d'une certaine manière, où, en fait, pour être plus ambitieux que son voisin, on raccourcit les délais. Alors, on voit, bon, bien sûr, il y a la question 2050, puis 2040, puis 2030, puis 2025. Et puis dans les ZFE, c'est la ville d'à côté, elle a dit 2025. Ben moi, je vais dire 2024. Je suis plus ambitieux que lui sur ma ZFE. Et cette ambition-là, nous, ça a été une grande partie de notre discours, c'est de dire est-ce qu'on est sérieux vraiment dans l'ambition, c'est-à-dire qu'on veut réaliser les choses avec les problématiques et les réalités techniques qui sont celles effectivement des constructeurs de véhicules, qui sont celles de l'exploitation des transporteurs, de la transformation. On oublie trop souvent de la formation aussi des personnels. Est-ce qu'on fait les choses sérieusement? On a un énorme virage à négocier. Bon, et puis là, dans le monde de la route, si vous nous demandez d'accélérer, on sait très bien comment ça se termine quand on accélère avant un virage, surtout quand il est serré. Donc voilà, donc c'était aussi amener ça ne veut pas dire manquer d'ambition, ça veut dire justement essayer vraiment de vouloir réaliser l'ambition. Et la troisième chose, c'est l'argent. Alors ça a été dit par Alexis à la fin, mais enfin, c'est quand même le grand absent des débats politiques, le grand absent des débats techniques, qui sont importants, hein, mais personne n'en parle. Personne n'en parle. C'est-à-dire que si on fait un parallèle avec ce qui s'est passé dans l'alimentation avec l'arrivée du bio, des gammes bio, tout le monde trouvait ça normal, même si tout le monde n'avait pas les moyens, tout le monde trouvait ça normal de payer plus cher le bio. Alors on le produisait différemment, ça coûtait plus cher, etc. Personne,
aujourd'hui, personne ne se dit bah oui, c'est normal de payer le camion bio plus cher. Je fais un raccourci rapide, mais c'est ça. On va de plus en plus proposer une offre de transport bio, que ce soit électrique, que ce soit gaz, que ce soit baissant, peu importe sur le mix énergétique, on y reviendra peut-être après. Mais aujourd'hui, on est dans un modèle économique où les chargeurs et les clients, pour faire simple, mais le consommateur, Alexis l'a très bien dit, personne ne veut payer plus cher son transport vert. Et ça coince. C'est-à-dire que ce débat-là, qui est le grand absent du débat de la transition énergétique, il fait coincer tout le reste d'entrée de jeu. Parce qu'après, nous, on peut discuter avec les constructeurs sur effectivement les... On nous oblige finalement à un débat uniquement avec les constructeurs sur le TCO, sur l'exploitation du véhicule, uniquement avec les énergéticiens sur la variabilité des prix de l'énergie. Et on nous dit non, mais vous n'avez pas le droit de discuter publiquement et avec le consommateur de le transport vert, c'est plus cher. Donc, parce que, attention, hein, les coûts, les consommateurs, l'inflation, etc. et tout ça. Donc on n'en parle pas, mais c'est le seul verrou qui permettra de débloquer tout le reste, qui permettra les investissements, qui permettra effectivement d'accélérer autant que possible avec les contraintes techniques. Donc ce débat sur l'argent, pardon, mais c'est le débat qu'il faut mettre sur la table et qui est aujourd'hui le grand absent du débat sur la transition énergétique. Comment vous réagissez quand tout à l'heure on disait que, Alexis, c'était aux transporteurs, aux entreprises de transport de s'adapter aux gammes de véhicules et pas l'inverse? C'était intéressant parce que voilà, vous voyez, c'est les données qui ont été données tout à l'heure et les contraintes qu'ont les constructeurs eux-mêmes. Hein. Bon, évidemment, moi, si je me place du côté des transporteurs, c'est à tout le monde qui nous entoure de s'adapter à notre modèle économique. La réalité, on sait bien qu'elle n'est pas comme ça, qu'on a les contraintes qui sont imposées par les chargeurs, les clients, qui sont imposées par la réglementation. Mais donc, il y a un certain nombre de paradoxes, effectivement, qui sont mis sur la table et qu'il faut régler, que certains ne veulent pas voir. Donc, nous, je pense, nos adhérents sont d'une agilité extrême, moi qui force mon admiration par rapport aux contraintes et aux carcans qu'on met effectivement sur l'exploitation de leur business, parfois avec des choses qui sont totalement contradictoires, mais bon, on va essayer de résoudre la quadrature du cercle. C'est pas à l'un de s'adapter, à l'autre de s'adapter, etc. Ça a été dit, je crois que par Clément Chandon tout à l'heure, qu'il y avait une formule. Toute cette transition énergétique, et ça ramène à ce que je disais au début sur, d'un côté, ils sont arrivés avec leurs certitudes, et puis nous, avec nos questions, puis on s'est un peu affrontés. C'était une façon de dire à ceux qui prennent un certain nombre de décisions, la transition énergétique, vous ne la ferez pas contre nous ou sans nous. Vous la faites avec nous, vous ne la faites pas. C'est aussi simple que ça. Si vous la faites contre nous, sans nous, au bout d'un moment, vous allez vous retrouver sans nous. Et là, je reviens aux actualités récentes où on voit que le modèle économique, l'économie tout simplement, ne peut pas fonctionner sans nous. Donc faites-la avec nous. On y reviendra dans un instant. Donc reprendre le thème en fait, de Solutrans cette année, transition énergétique, tous acteurs en fait. Hein, c'est un peu ça. On va passer donc à Christophe Di Costanzo, vice-président de l'OTRE. Vous dites qu'il y a beaucoup d'inconnus, on en parlait il y a un instant et tout à l'heure également, beaucoup d'inconnus sur les prix, sur également les taxes et puis également sur les infrastructures. Ça fait beaucoup de choses pour l'achat d'entreprises de transport. Oui, effectivement. Enfin, je rejoins d'abord tout à fait l'expression qui vient d'être donnée du point de vue que peuvent avoir les transporteurs sur ce qui s'est passé ces dernières années et sur ce que représente cette transition énergétique. C'est pour ça du reste qu'à l'OTRE, depuis 2018, on avait appelé à ce qu'il puisse y avoir un partage d'informations et qu'on puisse aller vers un contrat qui puisse permettre de mettre tout le monde autour de la table pour savoir comment on menait cette transition énergétique. On a mis du temps à se faire entendre, mais je crois, et vous l'évoquiez à l'instant, les travaux de la Task Force, c'est un peu cela. C'est ce qui permet effectivement de tous se retrouver dans des échanges et de pouvoir injecter dans ces échanges les données dont disposent les uns et les autres pour se rendre compte des écarts qui peuvent exister entre des positions qui étaient des positions de principe et des réalités d'entreprise. Et à chaque fois qu'on en a l'occasion, au niveau des organisations professionnelles, on revient à la réalité de l'entreprise, sans laquelle rien ne pourra se faire. Effectivement, les choses sont compliquées, d'autant plus qu'on le voit au travers des injonctions qui sont données aux uns et aux autres. On n'a déjà pas actuellement un parallélisme complet des injonctions, puisque quand on parle de décarbonation, ça a été rappelé tout à l'heure, on vise un certain nombre de véhicules quand on va vers le véhicule lourd, alors que nos exploitations travaillent avec tous les véhicules, que ce soit jusqu'à 3,5 tonnes et à partir de 16 tonnes, mais entre les deux, il y a effectivement toute une gamme de véhicules qui doit également pouvoir être concernée par le sujet pour que ça puisse être cohérent par rapport à nos exploitations.
Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point en termes de complexité, on le voit tout simplement dans les diverses propositions qui ont été faites jusqu'alors par les constructeurs. De leur côté, les énergéticiens ont également leurs propositions. En tout cas, ce qu'il y a de sûr et aujourd'hui complètement déterminé, c'est que la transition énergétique, c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans le temps, qui doit être jalonné pour que justement cet effort collectif puisse être compatible avec la réalité de tout un chacun et la réalité économique au premier chef. Et c'est pour cela qu'on a besoin que le TCO se stabilise, non seulement d'un point de vue théorique et en termes de perspective ou de prospective, mais avec la capacité que ça devienne statistiquement une réalité aussi, et qu'on ne se soit pas planté entre une projection et la réalité de ce que sera le compte d'exploitation de l'entreprise de demain. Donc oui, beaucoup de questions. D'inconnu, vous parliez... L'inconnu, ce dont on se rend compte quand même au travers des travaux qui sont menés et quand on essaie de regarder ce qui se passe, je crois qu'on peut faire un cercle concentrique et se rendre compte qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de périmètre urbain, on commence, du point de vue des transporteurs, à se rendre compte et à comprendre comment effectivement ça peut se passer avec un certain nombre de véhicules qui sont sur le marché depuis un certain temps. Je dirais que les plâtres ont déjà été, dans certains cas, essuyés et que l'on rentre dans quelque chose qui est concret avec une réalité d'exploitation. Et qui plus est, quand on parle de centre-ville, souvent on est sur une réalité d'exploitation qui est une réalité d'exploitation de spécialistes. C'est-à-dire qu'on a le phénomène du changement de la transition énergétique qui s'adapte dans un champ réduit. D'abord, géographiquement, c'est plus facile. Techniquement, on l'a compris. Et d'un point de vue exploitation, ça peut être aussi plus facile dans la mesure où c'est un métier de spécialiste sur lequel, effectivement, il peut y avoir des véhicules complètement dédiés et on n'a plus ce que l'on retrouve dans les autres usages en termes de transport, cette capacité du véhicule à servir toute typologie de transport. Ah, vous payez d'inconnu. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a plus, donc c'est pour vous deux, il n'y a pas plus de contradictions, on le voit par rapport aux ZFE. Il y a eu ce matin justement une réunion sur ce sujet. Quand on voit par exemple aux modalités des critères, des vignettes, on voit par exemple que le B100 n'est pas en critère 1 alors qu'il devrait y être, il est en critère 2. Oui. Donc ça, on reste sur des bases de 2015, je crois. Là, on est sur des problématiques qui deviennent des problématiques locales. Avec un autre sujet qui est local, c'est que les aides vont aussi être différenciées, discriminantes selon la localité dont on parle. Et ça pose des difficultés, ça pose des problèmes. Une exploitation d'entreprise, je suis du sud-ouest, donc on va prendre Toulouse et Bordeaux, 2 régions, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, 2 ambitions régionales qui finalement se rejoignent, mais en termes d'accompagnement des entreprises, des réalités qui sont complètement différentes dans cette transition énergétique. Pour un transporteur qui a des camions qui vont dans toutes les régions, par exemple, dans toutes les villes. Oui, par exemple, pour atteindre le centre-ville. Si je reprends l'exemple de Toulouse, il a fallu que localement on se batte, ou en tout cas qu'on s'explique et à plusieurs occasions et de façon démonstrative pour faire admettre à la commune de Toulouse que le gaz était une solution qui pouvait répondre aux mêmes exigences que l'électricité et que donc, dans le cadre de la ZFE à Toulouse, soit admise la solution du biogaz, tout autant que la solution, enfin au même niveau que la solution électrique. Donc après, je pense il faut se pencher sur le sujet de façon locale, et nos organisations professionnelles sont faites pour ça, pour aller discuter avec les décideurs et faire en sorte que les choses soient dans des contraintes équilibrées et homogènes. Voilà. Maintenant, ce discours, on doit le porter en local. On pourrait penser que si effectivement c'était abordé de façon générale en disant et en posant la réalité du fait que ça va coûter plus cher demain, comment on fait, comment on s'y prend, je pense que c'est un sujet qui mérite au moins l'échelon national. Alexis. Oui, donc pour prolonger ce qui est dit au niveau local, ça a été vraiment très intéressant au niveau national. Si on se souvient, dans le projet de loi de finances de l'année dernière, ils ont mis des aides à l'achat de véhicules lourds à hydrogène.
On leur a dit, j'imagine que les constructeurs leur ont dit, mais ne Camion mettez pas dans le hydrogène. projet de loi de finances parce qu'en fait, ça va servir à rien puisqu'en fait, ça n'existe pas. Et alors bon, ils étaient très effectivement sur l'hydrogène. Je conteste pas hein, la stratégie globale de la France, mais le mettre sur le projet de loi de finances pour ah oui, on vous donne des aides pour les véhicules lourds à hydrogène. Et puis là, il y a quelques mois, ils sont venus nous voir en disant, on a fait le bilan, c'est pas génial, ça n'a pas été utilisé. Mais on vous l'a dit. On vous l'a dit il y a un an, on vous a dit que ça servira à rien. Donc voilà, ça rejoint effectivement ce débat-là en disant si les collectivités au niveau local, si au niveau national et évidemment au niveau européen, on ne discute pas avec ceux qui ont les clés techniques, la réalité, c'est-à-dire les constructeurs, les énergéticiens et pardon de le dire, on aimerait bien être dans le débat, les transporteurs, et bien effectivement, vous vous retrouvez dans une situation où on décide des trajectoires, on décide des aides, etc. Et elles ne vont pas marcher. Et ça, notre conviction à nous, c'est que tout ça accélère pas la transition énergétique, ça la freine plutôt. Donc voilà. Donc plus on discute ensemble, plus on amène nous notre savoir-faire, nos compétences de transporteurs, plus on écoute ceux qui apportent leurs contraintes techniques, etc. Plus on arrive à bâtir un modèle qui va être le modèle qui va marcher. Alors peut-être qu'il n'est pas au début le modèle le plus rapide par rapport à ce qui est souhaité ou ce qui est par rapport à l'ambition, mais il est le modèle qui est le plus solide. Et qui sans doute, et on l'a souvent expliqué parce qu'il y a un vrai problème dans ce débat sur la transition énergétique, c'est que les pouvoirs publics, et même au niveau européen, si vous regardez bien dans les textes, si vous regardez bien ce qu'ils disent, ils ont une trajectoire très linéaire, c'est-à-dire voilà où on veut arriver dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, et on divise ça par le nombre d'années, et voilà ce qu'il faut faire chaque année. Mais tous ceux qui travaillent sur ces questions-là, et on prend ici la situation du transport routier, mais on peut le faire dans d'autres domaines, c'est des trajectoires qui sont forcément toujours exponentielles. C'est-à-dire qu'on démarre plus doucement parce que tout d'un coup, ça s'accélère. Donc si vous décomposez ça année par année, vous vous plantez sur les chiffres. Ça ne veut pas dire que nous, notre trajectoire, enfin la manière dont on pense la transition énergétique n'est pas plus efficace et pas plus sûre d'atteindre la cible à la fin. Et la cible pour nous, elle reste quand même celle de 2050, la neutralité carbone dans les transports. Alexis Giret, du coup, du CNR. Sur les énergies aussi, je crois qu'il faudrait qu'il y ait des choses perfectibles. Tout à l'heure, j'insistais sur la nécessité d'avoir des règles communes pour que la concurrence soit loyale. Alors, tant que les conditions de concurrence sont bien organisées et que c'est loyal, en soi, on peut faire des choix de société. Certaines sont perfectibles. Donc ça a été dit, par exemple, sur les règles concernant les ZFE, est-ce qu'on a bien tout intégré ou pas. C'est le cas également sur le CO2. Aujourd'hui, dans les critères de comparaison des énergies, le CO2 se regarde sans prendre l'analyse en cycle de vie. On ne prend pas tout le coût, les émissions de CO2 en amont à la production de l'énergie. Uniquement à l'entrée dans le moteur. Donc là, il y a un côté, de mon point de vue, et je suis loin d'être le seul, avec ces règles actuelles, on ne met pas sur un pied d'égalité toutes les solutions énergétiques. Il faudrait redéfinir en fait. Et beaucoup militent pour que ça soit pris en compte. Ça veut dire très concrètement, alors, si on faisait ça, ça rappellerait déjà quelque chose de fondamental, c'est que toute énergie émet du CO2. Voilà. Il faut aussi que tous, collectivement, on s'illusionne plus. De toute façon, l'énergie, ça coûte en CO2. Alors le minimum du minimum, c'est l'énergie nucléaire. Mais même l'énergie nucléaire, il faut lui attacher à chaque kilowattheure qui sort d'une centrale, il faut lui attacher, je crois que c'est 5 grammes de CO2. Et pour chaque solution, on a effectivement un chiffre. De toute façon, l'éolien émet du CO2, le solaire émet du CO2. Alors le gazole ou le gaz qui sort de terre encore plus, mais les solutions bio sont un intermédiaire et finalement si on compare un biogaz par rapport à du solaire, c'est peut-être comparable. Il faut remettre tout ça en perspective et certainement mettre ces énergies sur des conditions de comparaison, donc de concurrence loyale. Voilà. Juste un mot avant, peut-être passer à des questions assez rapidement, puisqu'il y a une autre conférence juste après. Vous êtes représentant des transporteurs. Jean-Baptiste Djebbari, donc le ministre des Transports, est en visite à Solutrans vendredi matin. Qu'est-ce que vous allez lui dire alors, concernant la transition énergétique, qui est quand même le thème principal et fort du salon? Allez-y.
Jean-Baptiste Djebari était à notre congrès la semaine dernière, il y a 10 jours. Je pense qu'il y a quand même aujourd'hui, il faut qu'on insiste sur la nécessité de prendre en compte la réalité de ce qu'est le transport routier. De marchandises. Et que l'évolution que l'on constate entre deux mondes qui ne se comprenaient absolument pas il y a 2-3 ans et les petites évolutions qu'on a pu constater ces derniers temps, et je reviens notamment aux travaux de la Task Force, c'est en continuant et en insistant sur ces méthodes-là que l'on a une chance d'y arriver et d'intégrer tout le monde dans la transition énergétique. Les constructeurs ne la feront pas seuls, mais les transporteurs ne la feront pas avec les donneurs d'ordre non plus, et ne la feront pas sans les consommateurs. Je crois que c'est vraiment là-dessus qu'il faut continuer d'insister. Alexis ? Oui, ça m'a permis de réfléchir à une réponse polie. Il va venir vendredi et c'est très bien, c'est une bonne chose. Moi, ce que je regrette, très franchement, avec le ministre actuel, mais c'est d'une certaine manière le gouvernement, s'ils avaient mis 20% de l'énergie qu'ils ont mis sur les solutions de décarbonation pour le transport aérien, le fret ferroviaire de marchandises, dans le transport routier de marchandises qui représente aujourd'hui 89% des flux, de la gestion des flux de marchandises. Et pareil, c'est quelque chose qu'on s'est dit, et chez TLF, on représente tous les modes de transport, on a des adhérents qui font du ferroviaire, qui font du fluvial, donc on n'a pas de problème avec les autres modes de transport, mais ce qu'on s'est tué à dire, et je peux vous assurer que pédagogiquement, il fallait arriver que ça rentre dans les têtes, c'était de dire, mais même en doublant la part de tous les autres modes, vous allez avoir en 2050 75% des flux de marchandises qui seront continués d'être échangés par la route, au minimum. Donc s'ils avaient mis ne serait-ce que 20% de cette énergie-là à regarder notre secteur et à se dire qu'est-ce qu'on va faire pour ce secteur-là véritablement, et on pense que les grandes économies de CO2, c'est là qu'elles se feront. C'est là qu'elles se feront. Donc on y va à fond, etc. Je pense que le débat aurait été différent. C'est en train de changer. Effectivement, j'ai vu ces déclarations au congrès de l'OTRE, j'ai vu les siennes au congrès de la FNTR également. On voit que voilà, ça va dans le bon sens. Bon, on est en fin de mandat, mais le mandat d'après sera aussi un mandat absolument déterminant, quelles que soient les personnes qui seront élues. Donc nous, on continuera de faire ce travail-là, mais de marteler, de dire, vous voulez vraiment des transports décarbonés en 2050, alors misez sur le camion vert, ça avait été notre slogan, mais on en est profondément convaincus. Est-ce qu'il y aurait une ou deux questions pour les constructeurs ou pour les fédérations de transporteurs ? Pas de questions ? En tout cas, je vous remercie et puis je pense que le débat, on aura l'occasion de le poursuivre. Merci à tous.